Hashtag santé F5 par le réseau qui gazouille. À présent, nous poursuivons notre document in vivo et cette semaine, on vous propose de retrouver certaines histoires dans Que sont-ils devenus ? Cet in vivo, vous n'avez sans doute pas oublié les images des patients de Sylvie Chocron qui retrouvent la vue alors qu'ils se croyaient définitivement aveugles. En fait, leurs yeux étaient intacts, c'est leur cerveau qui était lésé à la suite d'un accident. La neuropsychologue qui est avec nous et avec qui on parlera juste après a entrepris de rééduquer leur cerveau lésé, de lui réapprendre à voir et ça marche. Oui, image inoubliable de Monsieur Gravouille ou de la petite Rose qui sortent de leur nuit. Nous avions envie de les retrouver, de voir leur progrès. Alors nous sommes retournés à la Fondation ophtalmologique Rothschild. Reportage Alan Rothschild, Franck Carimalo, F. Barrère. L'année dernière, à la Fondation ophtalmologique Rothschild, nous avions rencontré Laurent Gravouille, un ostréiculteur atteint de nombreuses lésions cérébrales après le grave accident de voiture dont il avait été victime 5 ans plus tôt. Avant d'être suivi par la neuropsychologue Sylvie Chocron, les médecins avaient estimé que Laurent ne verrait plus jamais. Du coup, il avait décidé de fermer ses yeux définitivement. Cela faisait 2000 jours qu'il vivait dans l'obscurité, jusqu'à ce jour-là. Est-ce que vous le voyez jaune? Non. Allez, faites un gros effort. Il est jaune. Puis les trous sont noirs. Voilà, il est jaune et les trous sont noirs. Ce premier rendez-vous, Laurent et sa femme Isabelle ne l'oublieront jamais. En fait, ses yeux voyaient très bien. C'était son cerveau lésé qui n'arrivait plus à décoder les informations visuelles. Hé, on n'a pas le temps de pleurer. Ce n'est pas l'œil qui voit, contrairement à ce qu'on pourrait penser quand on dit « je l'ai vu de mes yeux ». En réalité, on voit les choses avec son cerveau, puisque c'est le cerveau qui va recevoir un influx électrique en provenance de l'œil, et non pas une image, et qui va devoir reconstruire une image à partir de cette information qui arrive sous forme de courant électrique. Et donc parfois, le cerveau ne fonctionne pas comme il devrait et il n'est pas capable de construire cette image. Et donc dans ces cas-là, tout se passe comme si les patients ne pouvaient plus voir ou ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient, alors que pourtant ils ont des yeux sains. Là. Une rééducation à base d'exercices quotidiens devenait possible. 18 mois se sont écoulés. Nous retrouvons Laurent pour un nouveau rendez-vous avec Sylvie Chocron qui ne l'a pas vu depuis 4 mois. Bonjour madame. Comment ça va? Bien et vous? Ça va bien? Ça va si je vous vois souriante. Ah, ça, c'est une première alors. Mais vrai pas? Ben oui, bien sûr. J'arrive à voir votre visage. Là, je vois que vous avez une étoile de mer en boucle d'oreille. Oh ben attendez, ça c'est incroyable. Et comme elles sont pas très grandes en plus. Par contre, j'arrive pas à voir la longueur de vos cheveux, tout ça. Ah ben bougez les yeux, bougez la tête, vous allez voir. Regardez-moi dans les yeux, parce que là vous regardez derrière moi. Encore un petit peu. Voilà, encore un petit peu. Voilà. Un petit peu plus à droite pour vous. Voilà, là vous allez me regarder dans les yeux là. Il y a toujours un temps de réaction. Ça c'est normal. Je peux pas tourner la tête et dire ah ça y est j'ai vu. Ouais, ça c'est normal, ça va venir ensuite. Ouais. Là qu'est-ce que vous voyez? Un petit verre à cognac couché. Couché? Il est pas debout? Ou debout, je sais pas. Ouais, regardez, prenez-le. Ah mais c'est une image. Ah, vous avez pensé que c'était un vrai verre. C'est pour ça que je le voyais couché. Bien sûr. Alors on essaye un texte? Je me guide avec mon doigt. Mais allez-y. C'est pas facile, hein, faites bien attention. Par mesure d'hygiène, les chiens, même tenus en laisse, ne sont pas admis. Très bien. Ça, c'est un énorme progrès. Énorme. Est-ce qu'il n'y avait pas quelque chose ici à gauche que vous n'avez pas vu? Là, regardez, je mets votre doigt là-haut. Voilà. Qu'est-ce qu'il y avait écrit là? Article 1er. Oui, est-ce que vous l'aviez vu? Non. Non. Ce côté gauche, ça va être le côté à travailler. Hein? Ouais. C'est à peu près Laurent voit de mieux en mieux, mais son champ visuel reste limité. Sylvie Chocron veut l'évaluer précisément pour lui proposer des exercices de rééducation adaptés. Oui, oui. Regardez ce que j'ai fait. Pendant que vous regardez la pomme, vous devez voir, c'est très noir. Mais soit je vois cela, soit... Ah, vous les voyez pas tous les 4 en même temps? J'ai 1, 2, 3, j'ai beaucoup de mal à voir les 4. D'accord. Donc il est évident que M. Gravouille garde une réduction de son champ visuel qui n'excède pas une vingtaine de degrés.
au lieu des 180 degrés qu'il devrait avoir. Et donc la particularité de sa vision actuellement, c'est qu'elle n'est pas encore stable, ni systématique, ni automatique, ni fiable. L'étape suivante, c'est de voir de manière automatique, rapide, dès que vous ouvrez les yeux, et dans un espace de plus en plus grand. J'arrive à avoir un pins, puis j'arrive pas à avoir un autocar, c'est quand même grave. Ah oui. Après, il faut trouver des stratégies. Mais c'est ça. Comme là, j'ai de bas en haut, de bas en haut, de bas en haut, puis un peu plus large à chaque fois, puis voilà quoi. Mais ça, c'est nouveau, monsieur Gravouille. Ouais. Vous allez tout explorer, vous avez une stratégie pour explorer, une stratégie pour vérifier. C'est un énorme progrès, ça. J'ai des exercices du matin au petit déjeuner, au soir au coucher. Parce que vous savez, j'ai une épouse très tenace. Hein. Quand elle a une idée dans la tête, elle l'a pas dans les autres pieds. On a décidé qu'on travaillerait tous les deux ensemble. Il y a des moments qui sont durs, mais on n'est pas une journée sans travailler. Vous recevrez toutes les félicitations une fois que vous allez récupérer, parce que ce sera grâce à vous. Rose ? Les parents de Rose s'étaient eux aussi entendus dire par le corps médical que leur enfant, né avec une malformation des 2 nerfs optiques, ne verrait jamais. Oui, bravo, c'est bien ça, c'est très très bien. Nous, on s'est dit que c'était pas vraiment possible qu'elle voie pas. Parce qu'au quotidien, on se rendait compte qu'il y avait des moments où on avait l'impression qu'elle voyait un petit peu. Il y a un peu plus d'1 an, lors de leur premier rendez-vous à la Fondation Rothschild, Sylvie Choqueron les avait confortés dans leur intuition. Rose voyait. Hop, tu l'attrapes. Alors pour une petite fille qui ne voyait pas, elle a compris qu'on regarde avec ses yeux, que ça sert à ça. Et ça, c'est très rassurant. Charline décidait alors de quitter son emploi pour se consacrer à la rééducation de la vue de sa fille. Aujourd'hui, avec son mari Félix, ils viennent faire le point sur les progrès de Rose. On les mélange, on fait le bruit tous ensemble. Rose, tu me donnes le citron. Oui, bravo. C'est bien, ma vie. Tu le donnes à Sherazade, le Tu me le redonnes, regarde. Tu me le redonnes. Merci, Rose. Oh, alors, on continue. Rose, tu me donnes l'asperge. Elle est où? Oh bravo. Grâce à la rééducation, les progrès de Rose sont constants pour la plus grande joie de ses parents. Dans ce combat patient contre la fatalité, certains moments restent inoubliables pour son père. Donc elle marchait toute seule et elle s'est baissée pour ramasser une pomme de pin qu'elle a vue toute seule. Et ça nous a beaucoup surpris. Il y a toujours cette notion de qu'est-ce qu'elle voit. C'est ça la question. Hein. Et on a hâte effectivement que Rose puisse nous parler pour qu'on puisse juger vraiment de ses performances. C'est de vrais progrès. Tant sur le plan visuel que sur le plan moteur, que du langage. Avant de partir dans le couloir, Rose a vu, bien vu, la toute petite prise de courant. Et comme tous les enfants, elle a eu envie d'y mettre les doigts. Oui, il y a le mur. Non, je t'ai dit pas par là. Non, ça c'est dangereux. Et oui, maintenant Rose fait les mêmes bêtises que les autres enfants. Prochaine étape, la crèche, dès la rentrée. Sylvie Choqueron, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Alors, il ne s'agit pas de miracle. Hein. Vous travaillez sur du concret, du réel, sur des lésions particulières. C'est venu comment, cette technique que vous avez développée ? Alors, je pense qu'on est typiquement dans une interaction entre les progrès de la recherche et puis les questions cliniques qu'on avait. C'est parce qu'on a découvert que certains patients pouvaient continuer à avoir certaines régions de leur cerveau qui traitent l'information visuelle, alors que pourtant ils ne la voient pas consciemment, qu'on s'est dit qu'on pouvait peut-être stimuler cette fonction-là et réapprendre donc aux patients à voir. Alors, je précise que ça ne concerne que certains troubles de la vision qui sont dus à des lésions des voies visuelles ou du cortex, hein, du cerveau. Et on va donc effectivement utiliser ces capacités de vision inconscientes que le patient n'utilise pas spontanément. On va le forcer à voir hein, pour lui réapprendre en fait à utiliser sa vision. Alors c'est impressionnant hein, ce qu'on a vu, les progrès réalisés aussi bien pour M. Gravouille que la petite Rose dans l'espace de 9 mois. Vous n'avez jamais les larmes aux yeux quand vous voyez vos patients avec de tels progrès ?
Alors, j'ai en même temps les larmes aux yeux et en même temps, c'est ce que j'essaie de leur expliquer. Je fais tout ça pour qu'ils revoient. Et à chaque fois qu'ils revoient, moi-même, je suis la première étonnée. C'est-à-dire quand j'ai vu Monsieur Gravouille lire la dernière fois, alors que je l'avais quitté à un stade où effectivement il repérait la lumière dans l'obscurité, il attrapait des objets colorés, pour moi, c'est sûr que c'est une émotion immense. Mais en même temps, voilà, c'est la magie de nos métiers. On reste étonné, même si on milite pour obtenir ces résultats. Est-ce qu'en termes de qualité de rééducation et de rapidité de récupération, c'est pareil si les personnes n'ont jamais vu ou si après un accident, par exemple, comme c'est le cas de M. Gravouille, ils ont vu avant? Alors vous avez raison, il y a sans doute une grande différence entre réapprendre à voir alors qu'on sait ce que c'est que voir, puisqu'on apprend à voir dans le développement normal, ou bien apprendre à voir à quelqu'un qui n'a jamais vu. L'autre facteur qui joue probablement, c'est l'âge et la durée pendant laquelle le sujet n'a pas vu. C'est-à-dire qu'on sait que pour la vision, il y a une période critique. Et si on n'a pas bien vu entre la naissance et 18 mois, 2 ans, ce sera difficile de réapprendre à voir, mais on sait maintenant qu'on pourra apprendre à voir. Ce sera certainement plus long que d'avoir vu pendant cette période critique et d'avoir perdu la vision ensuite. Alors, puisqu'on parle d'enfants, vous menez un combat pour essayer de dépister les enfants qui ne voient pas et qu'on étiquette très tôt d'enfants handicapés ou d'enfants autistes. Parce que pour vous, dans certains cas, et pas forcément faibles, il y a pas mal d'enfants qui ont ces handicaps parce qu'ils n'ont aucune vision. Oui. Alors en fait, c'est vrai que la cécité corticale, ces troubles dont on parle, sont assez... Cortex, exactement. Donc dus à une lésion du cerveau et pas une lésion des yeux, sont assez difficiles à différencier de troubles graves du comportement, comme des troubles graves de l'interaction, comme dans l'autisme par exemple, ou des troubles graves des apprentissages ou du développement. Et ces enfants qui ont des yeux normaux, si on les examine, mais qui pourtant ne comprennent pas ce qu'ils voient, ou ne détectent même parfois pas ce qu'ils voient, peuvent être pris soit pour des grands déficients intellectuels, qu'on ne va donc pas éduquer normalement et qu'on va mettre dans une case déficience intellectuelle, soit pour des autistes ou des enfants avec des troubles graves du comportement. Et c'est vrai qu'on mène un combat clinique et un combat en recherche aussi, et aussi dans la prévention forcément, pour éduquer les professionnels de santé, éduquer, informer les médecins scolaires. Et donc on a mis au point une batterie pour dépister ces troubles de manière systématique en grande section de maternelle, avant l'entrée en CP. Et maintenant, mon combat, c'est de descendre vers des âges plus petits et de pouvoir ainsi dépister chez des bébés qu'on pourrait appeler à risque, parce qu'ils sont nés dans des contextes où on sait que ces régions dans le cerveau peuvent être lésées, comme par exemple des contextes de grande détresse respiratoire ou de grande prématurité. On sait que ces contextes-là vont s'accompagner de lésions de ces régions-là, peuvent donner des cécités corticales, et on sait que de manière assez concomitante, ces étiologies-là, ces risques-là, donc la détresse respiratoire ou la grande prématurité, sont aussi des contextes qu'on va beaucoup retrouver dans l'autisme. Voilà. Donc il y a sans doute une convergence là. Alors dans votre livre « Comment on voit les bébés » qui est paru dans la collection « Les petites pommes du savoir », c'est aux éditions Le Pommier, vous revenez sur différentes idées préconçues et vous consacrez tout un chapitre aux troubles visuels du bébé. L'idée, c'est de sensibiliser les parents. Oui. Les parents et sans doute aussi les cliniciens, dès le plus jeune âge, puisque on sait maintenant que les bébés ne sont pas aveugles. Ce qu'on dit encore. Ce qu'on dit encore, mais on sait maintenant que les bébés ont un certain nombre de compétences cognitives, dont des compétences visuelles. Dans la mesure où ils voient, on peut donc évaluer leur vision, et en particulier chez des bébés qui auraient un risque d'avoir un problème visuel ou neurovisuel, donc dû à une lésion cérébrale et non pas oculaire. Alors je le disais, vous avez développé cette technique, mais vous n'êtes plus la seule aujourd'hui, vous avez formé des équipes. Alors ça fait plusieurs années que grâce au soutien du ministère de la Santé, on a formé un certain nombre de professionnels de la petite enfance en France. On va continuer à faire des formations, y compris des formations de formateurs pour que ces gens puissent à nouveau former les pédiatres, les psychologues, les orthophonistes, les psychomotriciens, etc. Donc tous les professionnels de la petite enfance qui pourraient être confrontés à ces cas-là, surtout pour qu'ils évitent de les confondre avec des troubles des apprentissages ou des troubles du comportement, et surtout parce qu'on sait maintenant que ça peut se rééduquer. Donc il n'y a aucune raison de laisser des enfants avec des troubles visuels qu'on pourrait réduire. Alors, il y a un site internet, si on veut des informations complémentaires, www.vision-,
et-cognition.com et un mail rééducationvision@gmail.com. Évidemment, tout ça sera sur notre site france5.fr. Merci infiniment. Merci à vous. Un appel